suis en année sabbatique, j'ai pas de travail, et ben nique sa mère, je vais créer mon propre site. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Intervieweur, bienvenue sur l'île. Deuxième volet de cette émission, voilà, je suis très content des retours. Et les invités qui progressivement me disent oui, bah ça fait super plaisir. Le concept, c'est un mélange de mes questions que j'ai préparées, comme une interview classique, des questions sur les réseaux sociaux qui sont en fait celles que vous avez posées en amont, Twitter, Instagram, YouTube, etc. Vous pouvez m'y poser des questions en avance quand j'ai un invité. Et enfin, évidemment, les questions du chat. C'est une interview interactive. Donc la jeunesse de l'émission, en fait, pour que vous compreniez un petit peu le concept, c'est tout simplement un mélange de plein de choses que j'aime bien. Déjà, le journalisme, la sociologie, qui est mon parcours universitaire, en fait, et surtout un gros big up à Quad 9 Docteur de Dr Feelgood DFG sur YouTube, qui mélange les codes de la psychanalyse et des interviews et qui fait des trucs super. Si vous connaissez pas, allez voir cette chaîne sur YouTube. Sans plus attendre, j'ai un invité qui m'attend dans les loges. Chris, en tout cas, ravi de t'accueillir dans cette émission. Tout d'abord, question très ouverte. J'aimerais que tu nous racontes ton parcours sur Internet, de ton plus vieux souvenir jusqu'à maintenant. Moi, je suis né en 1993. J'ai commencé sur Internet en 2007. Et donc, je commence sur un blog, sur Skyrock, avec Grand Theft Auto History. C'était un blog pour parler de GTA. Parce qu'en fait, il faut savoir que mon papa était gamer. Donc j'avais cette chance-là, mais à la fois la malchance, parce que du coup, il connaissait les Peggy. Peggy 18. Et donc du coup, j'avais pas le droit de jouer au GTA. Et en fait, j'ai découvert tard GTA, puisque j'ai découvert fin 2006. J'avais découvert GTA avec GTA 3 et Vice City grâce à mon meilleur pote de l'époque qui lui les avait sur PC. Et donc quand je jouais chez lui, j'étais là. Il me l'avait passé, je jouais en cachette chez moi. Mais officiellement, quand j'ai eu le droit de jouer à GTA, c'était avec la PSP, avec GTA Vice City Stories à Noël 2006. Et donc j'ai torché Vice City Stories en quelques jours et tout de suite j'ai ressenti le besoin d'en parler. Et en fait, il faut savoir qu'à l'époque, en 2006-2007, Internet n'est pas démocratisé comme aujourd'hui. Rendez-vous compte que Facebook a même pas un an, que Twitter, je crois que ça n'existe pas. Que Instagram ça n'existe pas, Snapchat ça n'existe pas, enfin il n'y avait pas grand chose à l'époque, on était sur MSN, petite pensée à MSN, parti trop tôt. De ma classe et tout, genre tous mes meilleurs potes de l'époque, eux ce qu'ils jouaient c'était le foot. Du coup je parlais pas trop de jeux vidéo et j'ai ressenti ce besoin de parler de jeux vidéo, tu vois. Et donc du coup c'est en 2007 que j'ai créé mes blogs pour justement partager ma passion autour de GTA. C'était la meilleure période puisqu'on était en pleine campagne promotionnelle de GTA 4 et je tombe sur Sector GTA. Sector GTA c'est un site mais aussi surtout un forum parce qu'à l'époque, avant les réseaux sociaux, avant Facebook tout ça, on était sur des forums, tu vois. Et donc du coup c'est là-dessus que je vais rencontrer Loïco qui est aujourd'hui mon meilleur pote, Bonsaï qui est aujourd'hui mon meilleur pote, moi à l'époque j'avais 13 ans et c'est là que naît Liberty 93 sur internet et c'est là que commence l'aventure. Et en fait voilà, me voilà parti sur Sector GTA qui deviendra à partir de 2010 Sector Rockstar Games. Moi entre temps je suis devenu un pilier de la communauté, je deviens le membre ayant le plus de messages à son actif, qui est le plus présent. Donc de membre je deviens membre actif, de membre actif je deviens VIP, de VIP je deviens modo, puis super modo et co-admin qui était le statut le plus haut, puis après il y avait les créateurs, les administrateurs et pour moi c'était une énorme fierté. Puis en 2012 tout s'arrête, le site ferme, gros coup de massue parce qu'en fait quand je passe mon bac en juillet 2012 tu sais, t'as le fameux Parcoursup et je savais que les études c'était pas pour moi. Je suis quelqu'un de très bosseur, sans vouloir me jeter des fleurs et tout, mais j'ai ce défaut il faut que ça m'intéresse. Ok. Il faut que ça m'intéresse. Donc du coup en fait j'ai fait croire à mes parents que je m'étais inscrit sur admission post-bac etc. Et forcément j'ai été pris nulle part. Du coup en fait je négocie un peu avec mes parents en mode écoute je vais faire une année sabbatique. Et moi dans mon plan en fait c'était en gros j'arrête mes études. Et en fait, je me mets à fond dans la création d'un site internet. Enfin, même pas à l'époque. À l'époque, je me mets à fond sur Sector Rockstar Games pour écrire des articles de qualité, etc. pour devenir journaliste, etc. Et là, décembre 2012, bam, le Sector il ferme. Alors là, je te dis pas, mon plan d'avenir s'effondre, je perds des potes, etc. Du coup, je suis en année sabbatique, j'ai pas de travail. Alors, je suis chez mes parents et tout, mais j'ai pas de thune, j'ai rien. Enfin, un gros coup au moral. Et là, janvier 2013, ça démarre et je me dis, ok, Sector a fermé. Nique sa mère, je vais créer mon propre site. Et donc, du coup, je crois que le 18 ou 19 janvier, j'achète le nom de domaine Rockstar Mine.
Sauf qu'à cette époque-là, je ne sais pas comment faire un site internet. Et là, deuxième dépression en mode oh putain, mais comment je vais faire et tout. Et donc c'est là qu'à partir de début février, j'attaque les cours sur le site du zéro. Donc moi qui abandonne les études parce que c'est pas fait pour moi, là je commence à être hyper studieux. J'achète des cahiers et tout, je commence à prendre des cours, prendre des notes, faire mes propres exercices. Et Rockstar Mag commence à prendre de la gueule, tu vois. Faut savoir qu'à cette époque, j'ai aucune notion de vidéo, aucune notion de Photoshop, aucune notion de Illustrator. J'ai aucune notion de rien du tout, tu vois. Vraiment, je sais rien faire. Je voulais pas faire un site Rockstar, je voulais faire le site Rockstar Games, tu vois. Le site le plus complet qu'on ait jamais eu, ni en France, ni en Europe, ni partout. Et donc là, c'est parti. Et le site est là, le site il fonctionne, il fonctionne, tu vois. À l'époque, Rockstar Mag, on avait même pas 300 abonnés, hein, donc voilà. J'achète un boîtier d'acquisition parce que Rockstar annonce GTA Online, et donc je me dis, on va enregistrer les soirées en ligne, on les mettra sur une chaîne YouTube par contre, parce que j'avais créé une chaîne YouTube où j'avais mis tous les trailers officiels des jeux Rockstar. Ok. Et en fait, ce qui se passe, c'est que 2-3 semaines après la sortie de GTA V, il commence à y avoir des gros buzz sur les forums américains sur le mystère de GTA V, des ovnis, etc. Bon, on est là en mode ouais, non mais c'est des conneries et tout, tu vois. Et là l'ovni il apparaît. Oh. Et là t'es comme ça en mode. Et là on se regarde avec Loïc. Et là il me fait, tu filmes? Je fais ouais. Ouais, je filme. Parce que personne l'avait trouvé avant ce truc-là? Si, mais en fait, il y avait 0 vidéo. Même sur YouTube. Ça faisait une dite semaine, mais en fait, il y avait plein de photos sur les forums. Parce que, en fait, à l'époque, les forums, ils étaient au climax, quoi. Tu vois. C'est notre époque, en fait. Hein. Voilà. Mais en fait, même si tout le monde en parlait, personne ne savait si c'était vrai ou pas. Parce que, en fait, c'était des photos. Et il y avait beaucoup de fakes, notamment sur San Andreas, quand il y avait des photos de Bigfoot, etc. Ouais. Tout était fou. Il y avait des fakes qui étaient très bien faits. On passe en mode opération spéciale, on prend le PC portable, on l'allume, etc. Loïc qui va chercher des trucs en mode écoute, là faut aller là et tout, et là on y va. Et là le soleil commence à se lever, c'est 8h du matin, et nous on est toujours là en mode putain, matin il y a ça, etc. Tout le week-end on passe à faire ça, et là on commence à filmer mais tout en fait. L'ovni du Mont Chiliad, l'ovni au-dessus du camp du Épi, l'ovni noir terrifiant au-dessus de la base militaire, etc. Je me rappelle toujours Loïc qui va se coucher, il me fait mec, faut que t'arrives à faire un truc et tout. Je attends, je vais faire un article. Il fait non, vas-y, essaie de faire une vidéo. Il fait t'auras même pas besoin de te montrer et tout, tu fais juste. Et là je suis là putain. Et j'avais déjà commencé dans le week-end, tu sais, à me dire putain, il faudrait peut-être que je fasse une vidéo de ça. Et voilà, je commence à faire la vidéo. Bam. Et là, là c'est le début quoi. Là c'est le début de Rockstar Mag puisque la vidéo en une journée elle fait 1000 vues. Énorme à l'époque. À l'époque c'était énorme. Hein. Ouais. 1000 vues à l'époque. C'était l'équivalent de 100 000 vues aujourd'hui, tu vois. La chaîne YouTube qui avait 50 abonnés monte à 4000 abonnés. Pareil, hein, c'est l'équivalent. Faut multiplier un peu les stats par 10. Hein. À l'époque, c'était comme si t'avais 40 000 abonnés, tu vois, aujourd'hui. Et donc là, moi, je commence à me mettre à fond dedans. Mais ça devient mon taf, quoi. C'est-à-dire que je suis constamment sur le jeu. Je scrute la map, etc. Et je scrute toute la campagne marketing de Rockstar des 2 dernières années. Et là, je tombe sur le site Epsilon. Tu vois, le compte Twitter de l'Epsilon avec le site Cultstopper où ils expliquaient que 5 personnes avaient disparu, 5 personnes c'était le nombre de casques qu'il y avait sur le chemin du Mont Chiliad. Et là en fait je vais créer la toute première théorie qui jusqu'à maintenant, en fait on s'inspirait des découvertes des Américains, on les mettait en version série vidéo et moi je donnais un petit peu mon avis et je faisais des théories, tu vois. Et c'est ce qui a beaucoup plu. Et là en fait dans l'épisode 5, c'est l'épisode où tout va basculer parce qu'en fait on va être les premiers au monde à avoir la théorie selon laquelle la secte Epsilon pourrait être impliquée et que en fait je fais avec les 5 personnes qui ont disparu. Les 5 personnes qui ont disparu en fait c'était des fans qui avaient été sélectionnés pour Rockstar pour avoir leur PNJ dans le jeu. Donc je retrouve les 5 PNJ dans le jeu et en fait je fais une grosse vidéo et là la vidéo je la mets en ligne. Je crois qu'elle fait 10 000 vues en 3-4 heures. Mais là c'est parti, mais on passe de 3-4 000 abonnés sur YouTube à 50 000 abonnés en 2 semaines. Les vidéos dépassent les 80 000 vues, les 100 000 vues. Et en fait, même, c'est allé beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite parce qu'en fait, c'est devenu une pression. Puisqu'en fait, les gens maintenant s'en battaient les couilles de Rockstar Mag. C'est-à-dire que
On faisait un article, t'avais direct 20 commentaires, c'est quand la prochaine partie du mystère, c'est quand la prochaine partie du mystère, c'est quand la prochaine partie du mystère. À partir de décembre, on avait fait le tour, il y avait plus rien en fait, on avait tout trouvé, même sur les forums américains, il y avait plus rien et tout. Et là, c'est devenu très toxique au point où j'ai arrêté la chaîne YouTube pendant 2 ans. Ah ouais. Ouais, non, parce que c'était trop de pression en fait. Ça me mettait une boule au ventre parce que là, je commençais à avoir des gens haineux et des gens malveillants, pas parce que la vidéo était mauvaise ou quoi que ce soit, mais parce qu'en fait, il y avait plus de vidéos. Et donc du coup, en fait, je vais vraiment me concentrer à fond sur Rockstar Mag en 2014, en 2015, en 2016. Et ça marche, puisque en 2015, le 15 octobre 2015, c'est de la petite consécration, puisqu'on est approuvé par Rockstar Games. En fait, Rockstar qui m'envoie un message en mode oui bonjour, ça fait quelques temps qu'on suit votre site et franchement bravo pour ce que vous faites, c'est génial, merci pour le soutien. On a vu le guide, parce qu'à l'époque je venais de terminer le guide ultime de GTA V, on a vu votre guide, il est incroyable, on se permet de le partager sur notre compte Twitter, et ils avaient retweeté le guide sur le compte Twitter, etc. Et toi t'es là en mode mais what, quoi, mais incroyable, tu vois, incroyable. Et donc on continue 2015, 2016, 2018. Là par contre YouTube commence à prendre de l'ampleur. Ouais. Là ça commence à prendre. Et là je me dis, on a quand même encore 43 000 abonnés, un truc comme ça, tu vois. Et je me dis c'est quand même plus que la plupart des chaînes actuellement. Va falloir peut-être l'exploiter. C'est une période de ma vie où j'enchaînais beaucoup parce qu'en fait j'avais 2 emplois. Parce que là, maintenant qu'il y avait Rockstar Mag, je commençais à me dire, maintenant, c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie. En fait, j'ai envie de devenir journaliste. Mais entre-temps, je devais vivre. Donc, entre-temps, Rockstar Mag, ça devient secondaire. Je bosse en intérim, notamment chez Amazon et en tant que barman. Ça m'a permis de gagner pas mal d'argent, etc. Puis après, j'ai quitté Amazon, j'ai bossé dans une cimenterie. Mais là, par contre, morale qui est pas là. Morale qui est pas là parce que j'ai beaucoup moins de temps pour travailler mes sites. Okay. J'ai beaucoup moins de temps de faire des vidéos, donc du coup je commence à stagner. Et donc on est début 2018, Red Dead Redemption 2 est censé arriver dans 7-8 mois. Je plaque tout. Alors mes parents pas très contents. Enfin ils ont toujours été là pour moi et tout. Je pense qu'ils s'inquiétaient parce qu'ils avaient pas envie que je devienne un mec qui reste jusqu'à 40 ans chez eux en slip en train de jouer à ces jeux vidéo, tu vois. Je leur explique, je leur dis écoutez, si je le tente pas en fait, et que dans 20 ans, j'ai 42 ans, je me fais 5000 balles par mois, je sais très bien que je vais vriller. Parce que j'aurais toujours ce truc dans le mode, et si j'avais tout plaqué pour essayer en fait. Bien sûr. Donc ils ont un petit peu mis du temps, mais ils ont compris. Comme je bossais depuis 4 ans, j'avais droit à 2 ans et demi de chômage. Donc là dans ma tête je me dis, voilà, j'ai 2 ans et demi pour y arriver. Il n'y a pas d'autre choix en fait. Et donc là je me lance. Et donc c'est là entre temps aussi où je perds un peu mon identité de Liberty 93, parce que du coup je commence à moi être aussi un peu mis en avant. Les gens commencent à suivre Rockstar Mike, commencent à suivre aussi Chris. Donc je deviens Chris Liberty 93, Chris Liberty. Puis en 2019, je vais décider de lancer mon site pour faire ma chaîne YouTube à côté. Comme ça, en fait, je me dis, toujours dans cette volonté de devenir journaliste jeux vidéo, je me dis, j'ai pas envie qu'on me cantonne en mode journaliste Rockstar, spécialiste Rockstar, et que le mec connaisse rien à côté. Okay. Et là, il y a un des dirigeants de PlayStation France qui vient me voir et me fait, bon, Chris, t'as un super travail que tu fais, c'est quand que tu nous fais ton fan site PlayStation, quoi. Et là, moi, je lui fais, écoute, c'est sympa, mais voilà, tout seul, c'est trop compliqué déjà à gérer. Même si j'ai une petite équipe sur Rockstar Mag, mais si je fais un site PlayStation, je dois recommencer tout ça, ça va être compliqué. Par contre, il y a peut-être moyen que, moi, mon studio coup de cœur, celui que j'aime limite encore plus que Rockstar, c'est Naughty Dog. Donc, il y a peut-être moyen que. Et là, il me sort juste sa carte. Et il me fait, fais-le. Tu réserves le nom de domaine et tu te dis, let's go. Donc, du coup, passe 2 mois à bosser Rockstar Mag, bosser Naughty Dog Mag, et le 6 janvier 2019, bam, je lance Naughty Dog Mag. Et là, j'apprends que suite à une nouvelle réglementation, les choses sont réévaluées. Et que mon chômage qui devait durer jusqu'à début 2020, s'arrête finalement en juin 2019. Et donc là, dans ma tête, je me dis, putain, mais je perds 7-8 mois, quoi. Et là, je fais, ça y est. Et là, finalement, Red Dead Redemption 2 est sorti. Rockstar Mag a pas mal pété. Là, je crois que maintenant, on avait 75 000, 80 000 abonnés. Donc, on avait doublé nos abonnés par rapport en seulement 2 ans et tout. Donc, ce qui était vraiment pas mal. On avait relancé et tout. Mais tu te dis, putain, mais là, j'en vis toujours pas, en fait.
parce que nous sur Rockstar Mag, et aujourd'hui encore, je gagne pas ma vie avec Rockstar Mag, parce que j'ai fait le choix de ne pas monétiser les sites. Il n'y a pas de pub sur les sites et tout. La priorité, c'est l'expérience utilisateur. Moi, il faut que les gens viennent sur Rockstar Mag et Naughty Dog Mag, qu'ils se fassent pas chier par des pubs, par des pop-up et tout. Donc, on gagne zéro avec les pubs, avec le Rockstar Mag et Naughty Dog Mag. Le seul revenu que j'ai, c'est les chaînes YouTube. Voilà, je gagne en toute transparence entre 200, 300, des fois 400 euros par mois, sachant qu'il y a 120 euros d'hébergement pour les sites. On est loin d'un salaire, quoi. Clairement. Voilà, donc, et ça c'est aujourd'hui, il y a encore 2-3 ans, je gagnais encore moins. Si je faisais 100, 200 euros par mois, c'était le cas, tu vois. Je me constitue un petit portfolio et bam, je commence à démarcher des sites. Presse Citron répond et ils me disent, vous tombez bien parce que nous, on vient de racheter le site et en fait, on a envie de relancer complètement la section gaming. Et donc, on a 2-3 personnes qui taffent en tiers-temps sur la section gaming, mais il n'y a personne. Donc, on cherche quelqu'un qui pourrait faire ça à mi-temps. Let's go. Moi, je leur dis c'est chaud, donc je rejoins Presse Citron en tant que pigiste. Mais déjà, pour moi, c'est une très grosse victoire parce que je me dis, ça y est, je vais gagner. Alors, pas ma vie parce que c'est qu'un mi-temps, mais je vais commencer à gagner de l'argent sur ce que je fais. Et je me dis, là, je vais mettre au maximum de côté. Moi, je postule direct pour me dire, moi, je veux faire le 3. Le mec, ça fait 3 jours qu'il est dans la boîte, il demande un voyage à Los Angeles. Tout frais payé. Ça passe. Là, début 2019, et c'est la folie, quoi. C'est-à-dire que Rockstar Mag marche super bien. Je lance Naughty Dog Mag. Je trouve un site et ça devient mon taf. Et en plus, je refais le 3. Enfin, incroyable. J'avais pas pris de vacances depuis 6 ans. Donc le 3 durait une semaine. Moi, je suis parti 3 semaines. Comme ça, en fait, j'ai pris 15 jours de... Enfin, à la base, je devais faire 15 jours de vacances. En fait, pendant 15 jours, j'ai tourné un documentaire pour Rockstar Mag. J'avais compris. J'avais vu venir. Ok. Voilà. Mais c'était quand même super bien, tu vois. Et je reviens de Los Angeles. Et effectivement, ça a été la semaine de ma vie. Puisque en une semaine, je crois que j'ai fait 48 vidéos, 53 articles. Je dormais 1 heure par jour. Et en fait, je suis devenu responsable de la section JV en rentrant en fait en septembre. Parce que, suite à tout ce que t'as produit pendant cette semaine. Voilà. Parce que même eux, ils se sont dit, mais attends, t'es vraiment seul à Los Angeles? Et même moi, enfin, je sais même pas si j'en serais capable. T'avais une équipe dans ta valise en scred. Ouais, en fait, j'ai vraiment fait ma semaine, mais en fait, j'avais tellement la niaque. Et donc, du coup, je rentre, je passe mon meilleur été. Et puis voilà, en fait, où on en est. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a eu des changements sur Presse Citron. Ils ont racheté beaucoup de sites. Le groupe Kelops, où appartient Presse Citron, ils ont racheté Journal du Geek 01.net. Et on m'a indiqué qu'en fait, par rapport à un changement de ligne éditoriale, on va ralentir le jeu vidéo. Et donc, du coup, en fait, on m'a proposé de rejoindre la section Bon Plan. Okay. Et donc, c'est ce que je fais depuis octobre, ce qui m'a permis de complètement lâcher l'actualité de jeux vidéo. Là, depuis octobre, je suis plus dans la presse jeux vidéo. Et ça m'a fait un bien fou parce qu'en fait, ça devenait très. Enfin, le milieu de la presse est très toxique et je fais les bails de mon côté. Voilà, on sait que GTA 6 arrive, on sait qu'il y a des projets sur Naughty Dog avec le mode faction. Donc, je suis en train de relancer tranquillement Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, préparer de gros documentaires. Entre temps, j'ai lancé aussi en 2021 mon association, l'association NSTG Nous sommes tous gamers, où on a fait 2 tours de France pour sensibiliser sur le handicap en 2018 et 2019. On a aussi des petits projets sur l'association. Et donc voilà, et donc c'est en 2021 que j'ai abandonné tout pseudo, que je suis devenu Chris Clippel. Okay. J'étais devenu journaliste, etc. et que ça faisait plus pro. Et donc voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Voilà, ça a été très long, je suis désolé, mais c'était parfait, c'était exhaustif. J'espère que tu vas continuer à répondre aux questions comme ça parce que c'est exactement l'idée de l'émission. J'aimerais savoir aussi un truc, c'est que maintenant que tu as trouvé cet équilibre là dans ta vie, on va dire, c'est quoi le type de vidéo ou de stream que tu préfères faire maintenant? C'est-à-dire maintenant que tu as le choix, maintenant que c'est du contenu que tu choisis de produire et que c'est plus ta source de revenus première, on va dire. Qu'est-ce que t'aimes faire en fait si tu t'écoutes vraiment à l'envie et pas la nécessité? Début d'année là 2023, j'ai lancé officiellement ma chaîne Twitch où je stream quasiment tous les soirs et je fais des let's play. Je crois que depuis 2019, je n'avais plus joué pour le plaisir. Et en fait, j'ai aussi lancé les streams pour ça, pour refaire d'anciens jeux. Là, j'ai refait Burnout 2 par exemple, c'est un truc que je n'aurais jamais refait hors stream. En fait, j'ai de la chance que maintenant ma principale source de revenus, c'est Presse Citron, Journal du Geek et 01.net. Et Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, le stream, c'est un complément de salaire, tu vois. Donc, j'ai aucune pression. C'est-à-dire qu'un soir, j'ai pas envie de stream, je stream pas. Je me suis jamais forcé dans ma vie parce que pour moi, c'est primordial. Les gens le voient tout de suite, mais là, vraiment, juste, là, c'est un truc parfait et je suis trop bien.
Donc finalement là t'es vraiment team, n'ayez pas des revenus qui sont basés que sur ce qui vous passionne etc. Parce que le jour où ça marche pas, vous avez plus de revenus et c'est contre-productif en fait. Enfin, faut toujours avoir une solution de secours, tu vois. Toujours en fait, faut jamais avoir un seul plan dans la vie. Mes revenus de création de contenu me permettent pas d'en vivre. Ouais. Pour en vivre, il faudrait que je fasse des vidéos. Alors si je pense que si je fais des vidéos tous les jours sur Rockstar, ça pourra, tu vois. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire ça parce que c'est pas moi en fait. Moi c'est surtout de l'actualité, décortiquer, analyser. Rockstar Mag, on arrive bientôt à 155 000 abonnés. Naughty Dog Mag, on arrive bientôt à 30 000 abonnés. Donc déjà c'est pas la même dose de visibilité. Et j'ai pas envie. Donc ouais, faut pas avoir qu'un seul plan non plus dans la vie. Ok, écoute, c'est bien noté parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent nous regarder qui eux-mêmes se posent la question qu'est-ce qu'ils diraient à quelqu'un qui veut créer du contenu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils conseillerait de faire ou ne pas faire? Et du coup, tu t'y as un peu répondu en fait par tes questions. S'il y a des choses à ajouter, je suis preneur. Mais alors déjà, jamais se forcer. Jamais se forcer, jamais. Moi, je connais des potes qui aujourd'hui sont devenus de très gros Twitchers et c'est à force de leur travail, mais ils se sont lancés en faisant du Fortnite parce que ça marchait. Et ils détestaient Fortnite. L'enfer. Et quand tu fais du 5, 6, 7 heures de stream, waouh, pour bien débuter, imaginons que vous avez un travail, etc. Déjà, streamer par exemple 1 heure par jour, et en fait, il faut avoir une stabilité. Faire un live par mois ou un live par semaine, ça sert à rien. Faites 1 heure par jour. 1 heure par jour sur des jeux que vous kiffez. Voilà. Pour moi, il est important d'avoir une bonne caméra, et encore pas sûr, il y en a qui mettent pas de caméra, un bon son, une bonne identité visuelle, comme sur ta chaîne, que je trouve hyper stylée. C'est gentil. Et après, de le faire sans prétention, en mode je prends du plaisir. Et regardez comment ça évolue. Si vous voyez que ça commence à bien prendre, là, envisagez peut-être pas de quitter votre taf, mais de négocier un contrat à mi-temps si possible, ou de trouver un taf à mi-temps. Et si ça continue à se développer et à aller, là, let's go, allez-y quoi. Mais trop cool. C'est marrant parce que du coup, j'ai l'impression que tous les créateurs de contenu que j'ai entendu dire qu'à un moment ils avaient tout lâché, et ben en fait il revient un peu à cet équilibre. Un moment où ok, ils ont une source de revenus, ça leur permet de mettre un pied à l'étrier chaque mois, et puis de l'autre côté faire ce qu'ils kiffent. Et je trouve ça assez adulte et mature finalement de dire ne lâchez pas tout d'un coup parce que aujourd'hui on peut pas, faut bien vivre quoi, faut bien manger. Exactement. Et du coup, je le dis surtout s'il y a des plus jeunes qui nous écoutent, de garder quand même une sécurité parce que et on est dans un monde encore plus difficile qu'avant. Alors j'ai une question quand même sur Naughty Dog qui est plus large que ça et qu'on m'a posé sur les réseaux sociaux, donc j'aimerais vraiment ton avis en 2 mots. Est-ce que ça te paraît possible aujourd'hui qu'une grosse boîte comme Naughty Dog qui a annoncé un multi il y a déjà un petit bout de temps renonce tout simplement au projet? Est-ce que ça te paraît être une sortie possible de ce fameux mode multi, ou est-ce que dans tous les cas, même si c'est dans longtemps, est-ce qu'il aura lieu selon toi? À l'heure d'aujourd'hui, tout est possible. Ouais, tout reste possible. Ok. Voilà, faut écarter aucune possibilité. Concernant le multijoueur de Naughty Dog, il verra le jour. Le problème, c'est que Sony a dans sa volonté de se lancer dans vraiment les jeux de service, et tout simplement ils se sont rendus compte que le multi de jeu Last of Us était plutôt bien entamé. Par contre, c'était pas du tout un jeu de service, et que c'était un jeu qui n'allait pas durer sur la longueur quoi. C'était un peu un multi du premier The Last of Us ou un multi d'Uncharted 4 qui allait être très fun, très cool, qui allait occuper les joueurs pendant quelques semaines, quelques mois, et puis après ciao quoi. Et c'est pas l'objectif de Sony. Donc apparemment il y a une réévaluation pour vraiment transformer le multi en jeu de service. Grosso modo, c'est plus lié à un changement de cap, lié aux volontés de Sony et à l'actualité et ce qui se fait en ce moment, plus que voilà, c'est reculé pour mieux sauter. Surtout que j'imagine qu'avec l'actualité de la série, ça reste frais, même si le jeu il a déjà 3 ans, mais on a de bonnes chances de le voir un jour. Oui, la licence de Last of Us est loin d'être terminée. Tu as réalisé un gros documentaire donc à Los Angeles qui s'appelle Welcome to Los Santos, si je ne dis pas de bêtises. Et tu en as tourné un autre à New York pour ceux qui te suivent. Et du coup, voilà, j'aimerais que tu nous racontes en 2 mots comment c'est cette expérience de tourner un documentaire dans une ville, pourquoi et comment c'était. Enfin, vraiment, j'aimerais vraiment savoir parce que ce côté documentaire et à ne pas sous-estimer, allez voir le travail que c'est. Et je pense que les fans de GTA ont beaucoup apprécié le premier en tout cas. J'espère. C'est vrai qu'on a eu de très bons retours et c'est les meilleurs en fait, moi ce que je préfère dans ce que je préférais quand j'étais vraiment journaliste jeux vidéo et maintenant,
d'aller sur le terrain. J'adore aller sur le terrain, j'adore faire des vlogs, j'adore faire des interviews, j'adore faire des previews voilà, devant le convention center où ça se passe, etc. Et en fait, en 2019, je pars à Los Angeles. Je vois et je fais putain, mais c'est la Maze Bank Arena, c'est tout ça. Putain. Et là, je suis en mode, mais attends, bah oui, je suis à Los Santos en fait. Je fais putain, mais il faut que je trouve un truc et tout. Et je me dis, mais putain, je peux pas être 3 semaines à Los Angeles, à la ville de GTA V et revenir sans contenu en fait. Ok, bah en fait, on va comparer ça en fait. On va comparer la vie réelle avec la ville de Los Santos, de GTA V. Du coup, dimanche soir, je me connecte sur le Discord du staff de Rockstar Mike, je leur dis putain, j'ai une idée, vous en pensez quoi? Je vais faire ça et tout. Et là, j'ai Nicolas, Lucas qui me répondent, ouais, c'est génial, mais t'as préparé quelque chose? Enfin, ah bah non, il fait, mais t'as la carte de GTA? Ah bah non. Ok. Et en fait, je pars en impro total, rien n'est prévu. Et t'as pas de matos, t'as rien? Bah si, j'avais mon matos de l'E3 quoi. Et, voilà, mon matos de l'E3, donc j'ai un trépied, j'ai mon micro, etc. Sauf que j'ai pas fait de repérage de la ville avant, j'ai pas fait de repérage dans le jeu, j'ai rien fait et je suis en mode YOLO de complet. Et dans ma tête, en fait, ça va être juste mes souvenirs, en mode ok, bah le jeu commence en fait quand Franklin va voler sa voiture, il y a une maison avec un escalier jaune. Ok, donc bah selon mes souvenirs, en fait, là il y a la fête foraine, donc c'est sur la droite, c'est là-bas. Et bam, on y va. Et là, qu'est-ce que je vois? Je tombe devant la maison avec l'escalier jaune. Oh. J'ai bon bah allez, let's go. Et là, bah là, je pose la caméra et bam, ça commence. Et après, je fais ça toute la journée. Après, je marche et ben, il y a la fête foraine. Puis je vais à Venice Beach, etc. Ça donne 5 jours de tournage à 10 heures par jour, donc 50 heures de tournage. Le documentaire sortira en janvier de 2020. Donc j'ai mis comme 6 mois à le faire. Et on le sort et le truc, ça plaît trop bien. Enfin, parce que forcément, c'est vraiment une déclaration d'amour à GTA V et un projet qui a été pensé par un fan pour des fans, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, c'était tellement cool que j'ai envie de le refaire. Donc, bah, let's go. En fait, je vais teaser Welcome to Liberty City à la fin de Welcome to Los Santos. Sauf que, 2020, le Covid, je fais quoi? Je pars quand même à New York ou pas? Et là, ça a été une grande hésitation pour moi. Et je commence à me dire, non, je vais annuler mon voyage, en fait. Et en fait, j'ai même pas eu à faire ça, puisque les autorités ont tout annulé. Ils t'ont fermé, donc, ok. 2021, c'est une année blanche aussi, tout est fermé, les frontières sont pas réouvertes. 2022, je planifie mon voyage parce que ça y est, fin 2021, tout réouvre, etc. Et je me dis, let's go, allez, 2022, on tourne Welcome to Liberty City. Qu'est-ce qui se passe? Je réserve mon vol, guerre en Ukraine qui démarre, ça devient très tendu. Ça me chauffe moyen d'aller dans ce climat-là. Donc j'essaie d'annuler à nouveau, de reporter. Et donc là, début 2023, je me dis, j'ai vécu une année 2022 très compliqué sur le plan personnel. Ok. Et en fait, ça allait vraiment pas moralement, etc. Et je me suis dit, c'est le moment. Bam, je laisse passer les fêtes et en janvier, je pars 10 jours à New York. Moi, en général, ça me fait du bien, en fait, quand ça me fait du bien de me retrouver. En fait, j'aime pas trop la solitude. Par contre, être seul à l'étranger, ça me fait du bien. J'avais un bloc-notes où j'avais un carnet de bord. Genre, tel jour, tu fais ça, tu as tant de mètres, genre t'as 600 mètres entre ce lieu et ce lieu, ça va te faire 7 minutes à pied, c'était réglé, tout ça pour être sûr d'être dans les temps. Je fais beaucoup de documentaires sur Rockstar Mind, là il y a une préparation sur Tech2 qui dure 3 heures, c'est pas des documentaires où je fais toujours des déplacements sur le terrain, mais j'aime beaucoup raconter surtout l'histoire de Rockstar, etc. Donc c'est un régal, quoi. J'aime bien finir les lives sur la partie qui es-tu hors internet, mais je vais finir avec une petite question bonus sur internet quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu rêverais de faire un feat ou de bosser sur internet en général, alors que ça soit francophone ou non J'aimerais énormément faire un truc avec Antoine Daniel ou Joueur du Grenier. Bien sûr, Parce que c'est deux créateurs de contenu que j'apprécie beaucoup. Et voilà, ça serait eux et ça serait incroyable. Juste au moins les rencontrer, tu vois. Ça serait cool. Très bien, c'est noté. Si un jour ça arrive, écoute, on l'aura entendu ici et ça fait plaisir. Voilà. J'aimerais savoir qui es-tu dans la vraie vie et qu'est-ce qui peut-être ne transparaît pas sur internet, qu'est-ce que tu ne montres pas. T'as peut-être des passions, des trucs qui sont pas du tout abordés en fait sur internet, mais qui font de toi ce que tu es. Déjà, moi j'essaye d'être exactement le même sur internet et dans la vraie vie, tu vois. Alors ça fait un peu bateau, mais il y en a qui s'est assumé, ils jouent un rôle, tu vois, ils jouent un personnage.
Moi non. En fait, déjà, je sais pas faire. Je sais pas jouer la comédie. Et donc, j'essaie d'être le même, tu vois. J'ai toujours eu peur de prendre la grosse tête, de devenir démago, etc. Je pense que j'ai de la chance que, comme ça a pété d'un coup et que ça m'a vacciné, ça m'a beaucoup remis en question sur les dangers d'Internet. Quelqu'un, alors, que personne le sait et que ça surprend tout le monde, extrêmement timide. Vraiment. En fait, on dirait pas parce que là, je suis sur Internet et même là, en fait, au final, j'ai le retour du live et je parle de jeux vidéo et là 2 mois, donc bon, je me connais bien, donc ça va, tu vois. Par contre, tu me mets dans une soirée où je connais personne et en plus qui n'est pas dans le jeu vidéo, mais je vais être là dans un coin en mode j'existe pas, tu vois. Qu'est-ce que je peux dire d'autre niveau des passions? Bah, je pense que les gens me connaissent un petit peu, ils savent très bien, bah, je suis motard. Passion de moto, passionné de Formule 1, passionné de Michael Jackson, passionné de mon chien, mon petit disco, mon bulldog. J'aurais peut-être dit Orelsan aussi comme ça. Orelsan, de ce que tu partages Aurel. aussi. Ok. Exactement, Aurel. Donc voilà. J'ai une autre question qui du coup n'a un peu rien à voir avec ce que tu fais, mais tu nous as dit que tu venais je vais pas dire de bêtises, de Montélimar de base. Où est-ce que t'es à peu près aujourd'hui? Est-ce que c'est un coin auquel t'es attaché? Est-ce que ta provenance, l'endroit où t'es, c'est un truc important pour toi? Ou est-ce que tu pourrais te déplacer n'importe où et ça serait pareil? Alors, je pense que je pourrais me déplacer n'importe où, je sais pas. Je pense qu'au-dessus de Lyon, je pourrais plus en fait. Je suis trop attaché au climat du sud, etc. Mais là, je suis actuellement à Montélimar. Attends, au-dessus de Lyon, c'est le nord, on est d'accord pour toi, juste qu'on ait la base. Ok, parce que moi je suis en Bretagne, donc du coup, on va pas être d'accord. T'es dans un autre hémisphère, hein, c'est fini. Okay. Quel genre d'élève t'étais à l'école? Voilà, ça m'intéresse de savoir ça. Je sais que ça remonte un peu. Jusqu'au collège, j'étais le très bon élève, hein. J'avais du 16-17 de moyenne. Après, il y a le collège, l'adolescence et tout, ça te saoule un petit peu. Et je suis devenu l'élève, en fait, un peu considéré par mes profs par un peu le talent gâché, tu vois. En mode l'élève qui est capable d'avoir du 15, 16, 17 sur 20, mais qui se contente du minimum, parce que je suis pas forcément intéressé par les cours, etc. J'ai jamais eu d'heure de colle, j'ai jamais eu de renvoi, etc. Tu vois. Au niveau de l'élève que j'étais en classe, par contre pas au niveau scolaire, moi j'étais vraiment le mec qui... Ça c'était Chris, c'est celui qui faisait toujours le con, quoi. Celui qui faisait rire tout le monde, celui qui faisait le con. J'adore déconner, j'adore rigoler. Pour moi, chaque journée que tu passes et t'as pas rigolé, c'est une journée de perdu, clairement. C'est ce qui fait du bien. Et donc, c'est moi qui faisais toujours le con, tu vois. C'est chez Chris qu'on allait pour jouer à la play, c'est chez Chris qu'on allait pour faire des soirées. C'est ce qui m'a valu que c'était très compliqué avec les meufs, hein, parce que elles me voyaient toutes vraiment comme le très bon pote, limite le confident, celui qui se prend jamais au sérieux. Et c'était le collège, enfin c'était le collège lycée, c'est l'âge con, tu vois. Et en fait pour elle, je pouvais pas être sérieux justement et être un copain, tu vois. Et du coup t'as plusieurs facettes, parce que t'as la facette je fais rire et je divertis, mais tout en étant timide dans peut-être quand tu connais moins les gens ou quand t'es... Exactement. En fait quand je connais pas, par contre quand je connais, par contre je suis vraiment voilà quand je suis avec mes potes, les soirées, voilà j'adore déconner, mais par contre quand je connais pas, c'est catastrophique. J'aimerais savoir si tu as envie d'agrémenter tout ça d'un souvenir incroyable, d'un truc qui t'a marqué, qui a peut-être changé ce que tu es, changé ce que tu fais, mais qui ne serait pas issu d'Internet en fait. C'est dur, hein, je vais essayer de me poser la question moi-même, c'est compliqué. J'ai même pas eu le temps de réfléchir. Ma première fois à Neverland, en tant que gros fan de Michael Jackson, tu vois, forcément... T'y allais donc, ok. Ouais, en 2016, j'avais passionné de bagnole, ma voiture de rêve c'est une Mustang, 2016 je fais mon premier E3. Je me réserve une journée, je loue une Mustang et bam, je pars au ranch de Neverland. Là, par défaut, comme ça, pris de course sans réfléchir. Voilà, je dirais ça, tu vois. J'ai une question qui est ouverte, alors c'est pas forcément sur Michael Jackson, mais j'allais te demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire dans la vie, qui pour le coup, est-ce que t'as un ou plusieurs modèles de personnes, de célébrités ou non d'ailleurs, hein, ça peut être quelqu'un dans ta vie perso Forcément il y a mes parents, parce que moi je les ai toujours vus se battre et tout, et ils ont tellement apporté, enfin j'ai jamais rien manqué de rien grâce à eux, tu vois, donc forcément il y a mes parents, mais après c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont inspiré, on va dire au niveau professionnel, que je me suis beaucoup inspiré. Quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé en 2016-2017, j'avais une fascination pour Yann Barthès, qui pour moi faisait vraiment du travail journalistique comme j'avais envie de le faire, donc je me suis beaucoup inspiré de lui, au point où si tu regardes au début de mes vidéos, vers 2018 et tout, j'avais toujours un stylo, parce que Yann Barthès avait toujours un stylo sur lui. Okay. Toujours un stylo qui traîne sur mon bureau.
Et j'aime, tu vois, là, depuis tout à l'heure qu'on parle, j'ai mon stylo dans la main. Ça regarde, j'avais le mien aussi. Mais sinon, c'est vrai qu'en niveau d'un artiste, c'est Alexandre Astier. Ok. J'ai une fascination pour Alexandre Astier parce que pour moi, c'est un génie, tout simplement. Tu vois, tu vois, moi, ce que je l'appelle, c'est un Sims à multiples talents. Le mec sait tout faire. Il a toutes les barres à fond. Mais c'est ça, il n'est pas humain. Tu te dis, alors on te dit, mais on est tous égaux. Non, monsieur Alexandre Astier n'est pas né égaux. Le mec, il est acteur, compositeur, metteur en scène, réalisateur, musicien. Waouh, enfin le frère, laisse-nous-en un petit peu quand même au bout d'un moment. Et en fait, je trouve qu'il fait tout avec une justesse, une finesse, voilà, que moi j'apprécie et j'ai beaucoup d'admiration pour cette personne. Au sens large, quelle est actuellement, tu définirais ta plus grande motivation, la chose qui te motive, que ce soit dans la vie ou dans tes projets internet? Bah comme je t'ai dit, en fait, j'ai passé une année 2022 très compliquée. Mon objectif, c'était de rendre fiers mes proches, mes parents, mes proches, mes potes, etc. Et de beaucoup moins me prendre la tête. Et en fait, j'ai juste envie de rester fidèle à mes convictions et mes valeurs. Et proposer du bon taf. On sent la passion dans ce que tu fais et on sent bien que voilà, tu produis des trucs quand ça te plaît, quand ça t'intéresse, quand ça te motive et que tu le feras pas pour le faire. Et ça, je pense que moi en tout cas, quand je suis quelqu'un qui partage du contenu, c'est quelque chose de très appréciable. Pour finir, je vais te laisser la parole. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu auras envie de parler, un sujet qu'on n'a pas abordé, peut-être de revenir sur quelque chose, une promo sur un truc que tu vas faire, enfin bref, je te passe le micro et s'il y a un truc que tu as envie de dire ou de faire pour conclure, écoute, c'est ton moment, voilà. Ok, super, mais en tout cas déjà merci à toi pour l'invitation. Ça fait extrêmement plaisir, ça fait toujours chaud au cœur et pour mon cas en tout cas c'était un très bon moment, j'ai passé un très bon moment, ça fait déjà 2h40 qu'on est en live, j'ai pas vu le temps passer. Mes gros projets qui vont arriver c'est Welcome to Liberty City, le documentaire sur Tech2 et d'autres documentaires qui vont arriver sur Rockstar Mag. Couvrir l'actualité de Rockstar et de Naughty Dog, il y a aussi des trois choses qui vont arriver, 2-3 choses sympas qui vont arriver sur Naughty Dog Mag et puis voilà quoi, enfin c'est tout, je crois qu'on a fait le tour, il n'y a pas d'autre chose à dire. Moi maintenant voilà, je stream quasiment tous les jours, je partage un peu mon quotidien sur Instagram et puis voilà quoi. Bon bah trop cool, bah écoute, plaisir partagé, c'est aussi un plaisir de te recevoir. Allez streamer fort le documentaire quand il va sortir, vous avez tous les réseaux de Chris qui sont notés ici. Merci pour tout, merci pour la force de mon côté. Chris, merci de t'être autant prêté au jeu. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, à bientôt peut-être sur la chaîne en solo, il y aura évidemment d'autres émissions d'interview. Et puis bah Chris, au plaisir de te croiser dans d'autres choses. Merci à tous, à bientôt et bonne soirée à tous.